Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Christophe Oberlin. Bonjour Christophe. Bonjour Raphaël. Alors, nous avons souhaité t'interviewer aujourd'hui à propos de ton dernier livre, Le chemin de la cour. Enfin, le dernier livre, il est sorti en 2014 et tu as sorti 2 livres en 2014, donc je ne sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier, mais peu importe. Donc, Le chemin de la cour, les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale, donc un livre sorti chez Éric Bonnier. Donc tu parles abondamment de la CPI, la Cour pénale internationale, et à travers notamment donc la dernière guerre de Gaza en 2014 et surtout la plainte que les Palestiniens ont essayé d'instruire auprès de cette cour. Est-ce que, avant qu'on parle du cas particulier des Palestiniens, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu cette Cour pénale internationale, qui l'a créée, en quelle année et dans quel contexte ? Alors effectivement, il apparaît nécessaire, quand on entend parler de ces questions, de donner quelques notions de base, et c'est un petit peu l'objectif de ce livre, qui est un livre pédagogique. Il y a une confusion. Déjà, il y a une confusion entre le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui est un conseil purement consultatif, qui est quelque chose de petite dimension. Par exemple, on a parlé souvent du rapport Goldstone concernant la guerre de 2008-2009. Ça, c'était le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il ne faut pas le négliger, mais c'est quelque chose un peu comme la Cour des comptes, qui va faire une enquête dans des conditions un peu difficiles parce qu'ils ont très peu de moyens, et puis ils font un rapport, et c'est tout. Donc ça, c'est le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pouvoir contraignant. Ils n'ont strictement aucun pouvoir contraignant. La Cour pénale internationale, par contre, c'est beaucoup plus intéressant. C'est un organisme qui est issu des tribunaux spéciaux pour la Yougoslavie, pour le Rwanda, pour le Sierra Leone. Et l'Organisation des Nations Unies a estimé que, sans doute à juste titre d'ailleurs, que ces tribunaux, globalement, avaient eu des résultats positifs en faisant juger des affaires, en intéressant des juridictions locales, en faisant des jugements dans les pays eux-mêmes, et non pas à New York ou à Genève. Et l'expérience de ces tribunaux a conduit à créer une cour permanente. Donc cette cour permanente, c'est un tribunal, une cour pénale, c'est destiné à juger les crimes les plus graves, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, et elle siège de façon permanente avec d'énormes moyens financiers, 120 millions de dollars par an, avec près de 700 fonctionnaires qui travaillent et qui donc sont aptes à recevoir des plaintes concernant ces 3 crimes que je viens d'indiquer. Donc c'est une cour dont le statut a été créé assez rapidement, mais en fait bénéficiant du statut des tribunaux spéciaux en 1998. Ça a été voté par un certain nombre de pays, et la cour est entrée en action, en fonctionnement, à partir du moment où il y a 60 pays qui l'ont signé et ratifié. Il y a 2 petites différences, mais enfin bon, signé, ratifié. Et il y a eu 60 pays qui ont signé, ratifié en 2002, dont elle fonctionne depuis 2002. Donc elle ne peut juger que les crimes qui ont eu lieu après 2002. Et actuellement, il y a 120 pays sur les 180 ou 190 pays des Nations Unies. Il y en a 120 qui ont signé et ratifié. Donc c'est un organe très puissant. Donc une majorité de pays l'ont large ratifié. Majorité. Mais on peut quand même noter qu'il y a un pays notable qui est absent des signataires, c'est les États-Unis. Alors, il n'y a pas un pays notable, il y a beaucoup de pays notaux, si j'ose dire, des pays parmi les plus puissants, parmi les plus nombreux. Les États-Unis n'ont pas signé, la Chine n'a pas signé, l'Inde n'a pas signé, la Turquie, l'Égypte, Je citais les USA parce qu'ils ont une influence quand même de par le monde ils ont une grande influence quand même. Donc c'est vrai qu'ils pourraient, le jour où ils ratifieront, ils pourraient entraîner d'autres réfractaires à ce tribunal. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. Les États-Unis, en droit, n'ont aucun pouvoir sur la Cour pénale internationale. Aucun. Même le Conseil de sécurité a un pouvoir extrêmement limité. Et d'ailleurs, c'est assez curieux parce que le Conseil de sécurité a la possibilité de saisir la Cour, mais parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, il y en a 3 qui n'ont pas adhéré. Donc c'est une situation un petit peu curieuse, et ils n'ont, en gros, sans entrer dans les détails, aucun moyen de bloquer une enquête ou de bloquer... Donc c'est véritablement un contre-pouvoir qui s'est construit face au Conseil de sécurité. Donc la CPI s'est construite sans les États-Unis, donc là, les États-Unis n'ont pas pu beaucoup influencer sur la construction de la CPI. Même pas du tout.
Par contre, est-ce qu'ils peuvent influer aujourd'hui sur certaines jurisprudences, certains jugements rendus, éventuellement en faisant pression sur les juges ou non? Ils ne peuvent absolument pas. Ils peuvent saisir, et en particulier, par exemple, dans l'affaire de Côte d'Ivoire, dans l'affaire Gbagbo-Ouattara, c'est le Conseil de sécurité qui a saisi, mais après, l'instruction a suivi son cours, et ce sont les juges de la Cour qui rendent leur jugement, éventuellement coercitif. Très bien. Alors, on va passer maintenant un petit peu au sujet qui nous intéresse et que tu développes dans ton livre, à savoir donc là où les plaintes instruites par la Palestine. Et donc il y a des choses qui sont peut-être pas très claires déjà la plupart des internautes ignorent peut-être tout simplement que les Palestiniens ont tenté d'instruire une plainte auprès de la CPI. Et alors ma première question, c'est qui a instruit cette plainte? Parce qu'on a parlé, on a dit que c'était le Hamas, d'autres disent que c'est le gouvernement palestinien. Donc, qui a instruit cette plainte et dans quelles conditions? Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Je crois que le mieux, c'est de dire, sans revenir sur le passé, de dire ce qui existe actuellement. Actuellement, il y a 3 niveaux de procédure concernant Israël et la Palestine. Il y en a 3 procédures qui sont en route au niveau de la Cour pénale internationale. Alors, on peut les décrire, la moins avancée jusqu'à la plus avancée. Et c'est là où il y a une certaine surprise. La moins avancée, c'est que le 31 décembre, Mahmoud Abbas, en tant que président de l'autorité palestinienne, a signé et ratifié pour que la Palestine soit partie à la Cour pénale internationale. Donc c'est le 121e pays peut-être. Alors une fois que c'est signé et ratifié, il y a un délai de 2 mois. Donc ça ne entrera en vigueur qu'au début du mois d'avril. Signant et ratifiant, ça veut dire je suis parti, c'est-à-dire que je me soumets à d'éventuelles enquêtes de la Cour pénale internationale et je suis prêt à collaborer. Et ça veut dire aussi je suis prêt à porter plainte. Mais il faut porter plainte. Israël n'est pas signataire. Israël n'est pas signataire. Donc, dans cette procédure, eh bien, à partir du 1er avril, Mahmoud Abbas a la possibilité eh bien, de porter plainte auprès de la Cour pénale. Ça, c'est le premier niveau. C'est un niveau qui est assez éloigné. On pourrait être un peu surpris que, étant donné qu'il a refusé plusieurs fois de porter plainte, qu'il a bloqué des plaintes qui ont été déposées, bon, c'est une situation un peu curieuse, mais il est vraisemblablement sous forte pression, et il a signé. Il a même créé un comité de 32 membres qui est chargé d'étudier, de recueillir des dossiers, de lui présenter. Donc tout ça, c'est pour dans un avenir, c'est une menace. C'est du moyen terme, mais c'est plutôt positif. Bien sûr, c'est plutôt positif, c'est même très positif. Alors, le deuxième niveau, c'est que la Cour pénale internationale, dans ses statuts, a prévu, bien entendu, qu'il n'y a pas que les États qui puissent porter plainte, les États qui ont signé. Il y a dans des États en guerre, des États défaits, il peut y avoir des crimes de guerre commis, et l'objectif de la Cour pénale, c'est de protéger les populations civiles. Donc il y a une deuxième porte d'entrée, qui est l'article 12.3, qui permet à une autorité de l'État, sans que ça soit précisé, parce que dans un État défait, il peut, cet été par exemple, les ministères étaient bombardés, les ministres étaient chez eux, vous voyez, bon. Donc une autorité, à la limite, ça peut être une autorité judiciaire. Par exemple, un procureur général peut déposer plainte, puis il y a toute une série d'autres possibilités. C'est un petit peu à discrétion du procureur de la Cour pénale internationale qui reçoit ces plaintes, de les juger crédibles et de les transmettre pour instruction ou pas. Alors, des plaintes comme ça concernant la Palestine, il y en a déjà eu 2. Il y en a une en 2009 qui a été déposée. Et c'est le président de l'autorité palestinienne, le même qui a signé au mois de décembre dernier, c'est le même qui a dépêché son ministre des Affaires étrangères, Al-Maliki, pour aller à la Cour pénale internationale, de dire cette plainte n'émane pas de l'autorité palestinienne et qu'il a bloqué. Donc ça fait partie des antécédents assez lourds de M. Abbas, puisque c'était quand même en 2009. Et quand on voit d'ailleurs la crispation israélienne avec ses menaces de la CPI, on peut quand même se poser la question si 2 nouvelles guerres allaient vraiment avoir lieu. Si cette plainte avait été suivie par M. Abbas, vraisemblablement, l'histoire était un peu différente et pour le bien-être des Gazaouis. Alors, je vais faire un petit peu l'avocat du diable. Certains disent que si Abbas n'avait pas poursuivi cette plainte, c'est-à-dire qu'il a refusé d'aller plus loin, c'était parce qu'il ne voulait pas mettre la pression aux Israéliens et qu'il ne voulait pas compromettre les chances des pourparlers de paix.
Oui, mais ça, c'est son argumentation, c'est la sienne, on est libre d'y adhérer ou pas, mais on peut dire en tout cas, malheureusement, avec le recul, que les habitants de Gaza en aient payé les conséquences. Alors ça, c'est la plainte de 2009. Et puis au cours de cet été, au début justement de l'attaque israélienne sur Gaza, c'est-à-dire courant du mois de juillet, eh bien, il y a eu une deuxième plainte qui a été déposée auprès de la Cour pénale internationale par les Gazaouis, et cette plainte, elle a été déposée par le ministre de la justice actuelle du gouvernement de M. Mahmoud Abbas et par le procureur général de Gaza. Donc ces deux autorités indiscutables, l'une représentant l'État et l'autre représentant finalement la fonction de l'État, sous la forme d'un procureur général, ont déposé une nouvelle plainte pour la guerre qui était en cours. On en était en gros au premier tiers de la guerre, c'était le 25 juillet, première moitié en tout cas. Et là, malheureusement, après quelques jours, M. Abbas a récidivé, et il a envoyé à nouveau son ministre des Affaires étrangères, le même, Al-Maliki. Et là, Mme Bensouda, procureure de la Cour pénale internationale, a posé la question, est-ce que la plainte que j'ai reçue la semaine dernière provient-elle de l'autorité palestinienne? Et Mme Bensouda a dit et publié le jour même que la réponse n'a pas été positive. Bon, la réponse a donc été négative. Ça peut être ou l'un ou l'autre. Donc, une fois de plus, alors que la guerre faisait rage, M. Abbas a bloqué cette plainte. Donc, on est d'autant plus surpris de son retournement de position. Mais en tout cas, c'est une première chose. Ce que ne sait peut-être pas M. Abbas, on lui a peut-être dit, mais il n'a peut-être pas réalisé. Et j'en viens au deuxième niveau. C'est que le fait d'avoir signé à la Cour pénale, il a signé en même temps un document qui s'appelle une déclaration de compétence. Et la déclaration de compétence, c'est un terme juridique, eh bien, a été signée à la date du 14 juin 2014. Ça veut dire que, instantanément, se pose la question des crimes de guerre commis à partir de cette date, du 14 juin 2014, c'est-à-dire juste au début de la guerre. Et il n'est pas nécessaire d'avoir adhéré à la Cour pénale pour que cette déclaration de compétence soit immédiatement effective. Donc c'est quelque chose de très 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 important, si j'ai bien compris le fonctionnement de la CPI. Cette déclaration de compétence émanant d'un pays envers la CPI, ça a valeur de loi, c'est-à-dire que partant de cette déclaration, la CPI peut instruire des... Alors, non seulement elle peut, mais elle doit. Et donc, avec les avocats, on était très attentifs à ce qui s'est passé au début du mois de janvier auprès de la Cour pénale internationale. Et effectivement, après quelques jours, Madame Bensouda a déclaré officiellement que le bureau de la procureure se saisissait de cette déclaration de compétence et allait produire un premier examen préliminaire. Donc, ça veut dire que, déjà, au niveau du bureau du procureur, et bien avant qu'une nouvelle plainte hypothétique soit déposée par M. Abbas, eh bien, la plainte de juillet 2014 est réactivée. Et aujourd'hui, Mme Bensouda est en train d'étudier la question pour savoir si des crimes de guerre ont été commis cet été ou pas, si les charges sont suffisantes, et si les charges sont suffisantes, elle transmettra ce qu'on appelle la chambre préliminaire. Ça fait un deuxième préliminaire, mais la chambre préliminaire, ça vient juste après, et c'est au-delà du bureau du procureur. Le bureau du procureur, c'est une espèce de checkpoint à l'entrée qui transmet ou qui bloque. Vous voyez. Là, il y a déjà quelque chose qui est en cours, et Mme Bensouda, si elle estime que les charges sont avérées, va transmettre à la chambre préliminaire. Donc ça, c'est un deuxième niveau qui est déjà plus avancé. C'est la première fois, peut-être dans l'histoire de la CPI, qu'un examen préliminaire est fait par la procureure concernant des crimes de guerre commis par un pays occidental. Et puis il y a un troisième niveau, et ce troisième niveau, personne, manifestement, n'est au courant. Personne n'en parle. C'est un petit peu une révélation que vous faites là maintenant. Absolument. Ce troisième niveau, vous vous souvenez de l'affaire dramatique du Mavi Marmara. Le Mavi Marmara, c'était un bateau qui était chargé de 600 militants pacifistes. La flottille humanitaire pour Gaza. Voilà, c'était la flottille humanitaire pour Gaza. Qui est partie de Turquie. Voilà, et vous vous souvenez que dans les eaux internationales, le bateau a été attaqué, 9 militants turcs ont été tués. Ce bateau était un bateau comorien, il battait pavillon comorien. Donc, les Comores font partie des 120 États qui ont signé et ratifié la Cour pénale internationale. Donc les Comores ont porté plainte. Et après un temps assez long,
Madame Bensouda, procureure de la Cour pénale internationale, a rejeté la plainte avec des attendus qui sont intéressants. Elle a dit, et ça c'était tout à fait récemment, c'était à la fin de l'année 2014. Elle a dit, bon, il ne fait pas de doute qu'il y a sûrement des crimes de guerre qui ont été commis sur ce bateau, mais l'importance de ces crimes n'est pas suffisante pour saisir la Cour. Alors, à partir de combien de morts on saisit la Cour, on peut discuter, bien entendu. Ça n'a pas été un crime de masse, il n'y a pas eu des actes répétés du même type, etc. Bon, on peut en discuter. Mais ce qui est d'important, c'est que les avocats des Comores ont fait appel de cette décision de Madame Bensouda. Et cet appel, eh bien, il va être jugé en passant par-dessus Madame Bensouda. C'est-à-dire que c'est la chambre préliminaire elle-même qui va être amenée dans les mois qui viennent à juger les charges, à voir si les charges sont suffisantes pour être transmises à la Cour, qui est encore un dernier niveau, et seulement la Cour, eh bien, peut donner un jugement avec des sanctions et des condamnations. Mais cette chambre préliminaire, elle va travailler en écoutant les différents partis. Elle va y avoir un procès qui sera public. Ça peut durer une quinzaine de jours. On pourra observer ce qui est dit par les différentes parties. Et donc, c'est quelque chose, là encore, c'est une étape qui n'a jamais été atteinte dans une procédure contre un État occidental. Et surtout, Madame Bensouda, dans sa déclaration rejetant la demande qui a été faite, a précisé qu'elle n'avait envisagé que la mort de ces 9 civils, mais qu'elle ne les remettait pas dans le contexte du siège. Il y a un siège à Gaza. S'il n'y avait pas eu de siège, il n'y aurait pas eu de flottille, il n'y aurait pas eu de mort. Mais elle refusait d'entrer dans ces considérations. Or, en droit, la chambre préliminaire va être obligée de remettre tout crime de guerre dans son contexte. Un crime de guerre, c'est dans son contexte, c'est-à-dire le contexte du siège va être envisagé, discuté. L'illégalité du siège va forcément apparaître très clairement. Et donc, il y a là une procédure extrêmement puissante. Avec un gros débat à la clé. Avec un très gros débat à la clé. Et actuellement, il y a plus de 450 plaintes individuelles contre le siège, eh bien, qui sont sur le point de parvenir au niveau de la chambre intermédiaire, de la chambre préliminaire plutôt, de la Cour pénale internationale. Donc, le Maviv Marmara va obliger de juger le siège. Et ça, c'est un événement extrêmement important. Très bien. Oui, effectivement, c'est réellement important. Alors, dans votre livre, vous parlez également, donc, bien sûr, de la guerre de Gaza de 2014. Hein, c'est un petit peu la toile de fond de toutes ces plaintes instruites en 2014, que les Palestiniens ont tenté d'instruire. Vous parlez notamment du Hamas, puisque vous êtes médecin, vous êtes chirurgien plus précisément, et vous faites également des voyages pour faire de la médecine humanitaire, notamment à Gaza, mais pas que. Et vous êtes rendu plusieurs fois à Gaza et vous racontez donc vos voyages récents qui sont quand même assez rocambolesques, si on peut dire, bon, même si le contexte est dramatique, mais en plus avec le changement de régime en Égypte, etc. Donc, est-ce que vous pourriez un petit peu nous raconter ces péripéties, oui, pour laisser de la surprise au lecteur, mais expliquer quand même la difficulté que vous avez à vous rendre. L'objectif de mon bouquin n'a pas été de raconter ces péripéties dans le détail, mais j'ai voulu un livre qui soit lisible, c'est-à-dire qui s'illustre avec des faits pratiques qui correspondent à ce que j'ai vu depuis 15 ans ou 14 ans que je vais à Gaza. Comme on dit, c'est souvent en racontant la petite histoire qu'on comprend la grande. Voilà, donc ça a été ça l'objectif. Donc c'est vrai que les conditions d'accès à la bande de Gaza, zone sous siège, sont particulièrement difficiles. Il y a eu une espèce d'ouverture qui s'est faite au moment de la révolution égyptienne. On a pu entrer par l'Égypte. Et puis tout s'est refermé avec le coup d'État en Égypte en juillet 2013. Et depuis juillet 2013, eh bien, c'est dramatique pour Gaza parce que 90% de l'aide médicale qui venait à Gaza passait par l'Égypte et venait des pays arabes ou musulmans. On pense toujours que l'aide humanitaire, c'est Médecins sans frontières, Médecins du monde, Cocorico. Mais il n'y a pas que ça, et c'est même qu'une toute petite partie concernant Gaza. Et maintenant, on est à nouveau obligé de passer par Israël, c'est-à-dire qu'il y a une chute dramatique de l'aide humanitaire. Et cette chute s'est même aggravée. Pour vous donner un exemple, cette aide humanitaire médicale est très importante pour faire progresser les équipes. Moi, je l'ai fait dans mon domaine très modeste, mais dans le domaine de la chirurgie cardiaque, dans le domaine des transplantations rénales, ça a été fait. L'équipe de transplantation rénale,
qui a mis le pied à l'étrier des Gazaouis pour la transplantation rénale, c'est une équipe anglaise. Cette équipe anglaise de Liverpool, elle est dirigée en Angleterre par un Anglais qui s'appelle le docteur Hamad. Eh bien, depuis maintenant des mois, Israël n'autorise plus un seul ressortissant, quelle que soit sa notoriété, le pays ou le passeport, à pénétrer dans la bande de Gaza s'il porte un nom arabe. Et donc le docteur Hamad ne peut plus se rendre dans la bande de Gaza pour la transplantation rénale. C'est le critère. C'est Alors le critère, c'est un critère d'observation. Ouais. La principale organisation qui fait entrer des médecins à Gaza, c'est celle à laquelle j'appartiens. Et c'est ce que Le Monde dit, c'est une organisation qui organise à peu près 80 missions chirurgicales par an en Gaza et en Cisjordanie. Eh bien, maintenant, il n'y a plus un seul médecin. Et je dois dire, lors de mon dernier voyage, il y a quelques semaines, un chirurgien anglais qui a un nom arabe et qui est venu avec moi un certain nombre de fois à Gaza n'a pas été autorisé à entrer. Donc l'équipe a été divisée en deux. Oui, donc ça, c'est une règle que vous constatez. Ah oui, il n'y a jamais de règle édictée avec Israël, c'est uniquement des constatations sur le terrain. Donc c'est une nouvelle, on peut dire une nouvelle ignominie à rajouter à la liste, quoi, malheureusement. Très bien. Alors, j'en joins vraiment les internautes à lire votre bouquin. En plus, il est très très court, donc des fois je tutoie et je vous vois les invités, je suis un peu perdu. Et donc, il fait 130 pages environ. Il est très dense. 180, un peu plus, non? Un petit peu plus, ouais. 135. Bon, ça doit s'y Mais c'est du condensé, c'est du condensé, parce qu'effectivement, il y a tout un côté complètement didacticiel par rapport à la CPI, pour comprendre mieux un petit peu la justice internationale qui est en train de se dessiner à travers cette cour, et à la fois donc le conflit de Gaza de 2014 et ta propre expérience en tant que médecin humanitaire, mais pas que, parce qu'on voit très bien que à travers ce livre que ton engagement auprès des Palestiniens dépasse très largement le cadre de la médecine humanitaire, et puisque tu conseilles un petit peu aussi les Palestiniens pour qu'ils puissent se défendre au mieux auprès des instances internationales, puisque comme on dit, le savoir est une arme, et nous les Occidentaux, nous avons la chance d'avoir accès à des documents, à une documentation, à des choses que les Palestiniens n'ont pas forcément accès, auxquelles les Palestiniens n'ont pas forcément accès. Donc c'est vrai qu'il y a un côté dans ton livre où effectivement ce n'est pas une réhabilitation du Hamas, mais c'est tout simplement tu nous fais part de ton expérience au quotidien quand tu es à Gaza, et que le Hamas est très décrié et très diabolisé par l'Occident, et que ça ne correspond pas à ce que tu constates toi sur le terrain en termes de gouvernement, puisque maintenant le Hamas est le gouvernement de la Banque de Gaza. Alors, il y a deux choses dans ta question. D'abord, il est très regrettable que dans nos médias, on ne pose pas de vraies questions, y compris les questions qui fâchent à des gens du Hamas ou leurs représentants. Ils ont les moyens de répondre. Ils se sont transformés depuis 2004 en un parti politique. Une bonne partie de la violence de résistance a chuté. En particulier, il n'y a plus un seul attentat de suicide commandité par le Hamas depuis 2004. Ça, c'est vrai qu'on n'en parle jamais de ça, de ce point précis. Bon, ils n'ont jamais exercé d'action violente en dehors du territoire de la Palestine historique. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le Hamas, qui a été mis sur la liste des organisations terroristes européennes, c'est une décision de la Commission européenne, juste après la décision de Bush aux États-Unis. Il y a eu un appel juridique, et très récemment, on en a parlé assez peu, mais la Cour européenne de justice a dit à la Commission, on est désolé, mais nous n'avons qu'un élément en droit pour laisser cette organisation sur la liste des organisations terroristes en Europe. Et on a donné 3 mois à la Commission pour donner des preuves juridiques pour enrichir le dossier qui était un dossier vide. Et donc, la Commission immédiatement a fait savoir dans les médias qu'il était maintenu sur la liste des organisations terroristes, que ça changeait rien. Mais ça n'empêche, oui, ça change rien parce que les responsables ou les gens connus comme responsables du Hamas ne peuvent pas voyager en Europe, par exemple. Ils sont soumis à un blocus terrible. Mais ça n'empêche que le droit a pointé son nez et que la Commission, eh bien, c'est elle qui aujourd'hui doit répondre. Voyez. Donc ça, c'est des choses qu'on peut observer. Deuxièmement, les élections de 2006
Ce sont des élections que tout le monde a trouvées irréprochables, il n'y a aucune discussion là-dessus. À partir de là, ils ont géré. Ils ont géré dans des conditions très difficiles, je passe sur les détails, mais ça n'empêche qu'il y a une justice à Gaza, il y a des frontières qui sont défendues, il y a une administration qui fonctionne. Depuis le coup d'État en Égypte, eh bien, l'essentiel des revenus du gouvernement et de la population a disparu, puisque la population, c'est l'emploi privé qui fait le maximum d'argent, qui fait vivre les gens. L'emploi privé, eh bien, c'était les tunnels avec l'Égypte. Donc, l'emploi privé a chuté dramatiquement. Et en ce qui concerne le gouvernement, les taxes sur les produits d'importation par l'Égypte, ça permettait exactement de payer les fonctionnaires. Fonctionnaires que Ramallah ne paye pas. Donc il y avait une espèce d'équilibre, tout cet équilibre s'est effondré avec la nouvelle dictature égyptienne. Ce qui fait que le Hamas a été contraint de rendre tous les armes, si on peut dire, pas les armes, mais en tout cas de rendre la partie politique. Et depuis avril, il n'y a plus de ministre Hamas à Gaza, il n'y a plus de Premier ministre. Monsieur Ismaël Haniyeh signe ancien Premier ministre quand on lui envoie une lettre. Voilà. Là, tu confirmes que c'est ceux qui ont donné le coup de grâce à l'économie gazaouite, c'est pas les Israéliens finalement, c'est les Égyptiens. Absolument, absolument. Il y avait un équilibre financier, il y a même plus qu'un équilibre, puisque avant le coup d'État de Sisi, et ça ce sont les chiffres de l'ONU, le taux de croissance dans la bande de Gaza pendant 2 années de suite a été de 11,5%. Oui. Donc c'était quelque chose qui fonctionnait essentiellement sur la reconstruction avec tous les emplois, etc. D'accord. Très bien. Bon, alors on va conclure cet entretien en évoquant un petit peu peut-être les prospectives pour cette CPI. On a parlé en préparant cet entretien du cas de la Côte d'Ivoire et de Simone Gbagbo, là, qui a été condamné récemment à 20 ans de prison. Et c'est vrai que les détracteurs de la CPI, d'ailleurs tu en parles dans ton bouquin très, très ouvertement, critiquent cette CPI en disant que c'est toujours des juges blancs, occidentaux, qui jugent des chefs d'État africains, des Noirs. Et pour l'instant, depuis 10 ans, c'est le cas. Alors, en pratique, c'est effectivement le cas. Donc, il y a d'énormes critiques en direction de cet organisme. Mais ce qu'il faut observer, c'est que ces critiques doivent être portées à l'usage qui a été fait des statuts et non pas aux statuts eux-mêmes. Les statuts sont extrêmement précis, et notamment dans les recrutements des juges et du procureur, mais il faut bien reconnaître que ces statuts ne sont pas appliqués. Les juges sont nommés bien souvent, ils sont nommés par les États, et les États, eh bien, désignent des diplomates. Donc il y a beaucoup de ces diplomates qui n'ont aucune expérience d'une cour pénale, et certains n'ont même aucune expérience juridique. Donc ça, déjà, sur le plan technique, ça veut dire que quand ils se saisissent d'un dossier, ils sont incapables de le faire progresser à une vitesse normale. Et puis, ils saisissent les dossiers quand le procureur leur envoie les dossiers. Le procureur qui a un positionnement extrêmement politique. Il faut reconnaître qu'il y a des dossiers qui ne pesaient rien en droit, qui ont été envoyés à la cour. Et au bout de 3 ans, 4 ans, s'est aperçu qu'il n'y avait pas de charge et on a relâché les prévenus. Donc on s'est emballé un petit peu, et en particulier les politiques se sont imaginés, les politiques occidentaux, se sont imaginés qu'ils allaient à un pouvoir inculper à leur guise finalement un certain nombre de dirigeants des pays pauvres, bien entendu, et l'Afrique fait partie des pays les plus pauvres. Alors, c'est l'image qui est donnée par ce travail qui a été fait et qui a abouti à un certain nombre de longs lieux. Le président du Kenya, le président du Soudan ont finalement, on a dit il n'y a rien. Et le prochain, ou peut-être on dira rien, c'est Gbagbo. Alors là, à ce sujet d'ailleurs, j'ai fait une erreur dans ce factuel mais important dans mon livre. Parce que j'ai parlé de la jurisprudence de Côte d'Ivoire, où il y avait 2 personnes que j'ai nommées dictateurs tous les deux. Et en ce qui concerne Gbagbo, c'est une erreur, on me l'a fait remarquer, je me suis documenté depuis. C'est quelqu'un qui a été élu, et les conditions de proclamation même de son élection, du résultat des élections, sont totalement absurdes. Et on voit très bien que là, c'est quoi ? Tout est instructif, malheureusement, si ça ne se faisait pas aux dépens des personnes. Mais on a vu finalement que la Côte d'Ivoire a été incapable de gérer une situation de conflit avec la justice ivoirienne. Et d'ailleurs, la condamnation de Madame Gbagbo ces jours-ci montre bien que cette justice ne fonctionne absolument pas. Bon. Alors, il aurait pu y avoir une cour interafricaine. Quand en Europe,
il y a un jugement qui est éminemment discutable, on va à la Cour européenne et la France est condamnée régulièrement pour des jugements iniques et c'est nous, les contribuables, qui doivent payer 30 ou 40 000 euros à chaque fois, etc. Donc, c'est pas mauvais qu'il y ait une espèce de supervision de ce qui se passe. Ça évite les dérives. Il n'y a pas de cour interafricaine de justice qui fonctionne de manière efficace. Donc, il y a eu une saisine de la CPI, mais qui a été faite par qui? Par le Conseil de sécurité. Et au Conseil de sécurité, les 5 membres permanents, on ne connaît pas très bien l'Afrique, sauf la France. La France a réussi à persuader le Conseil de sécurité de saisir la CPI pour l'affaire de Côte d'Ivoire. L'armée française est allée en Côte d'Ivoire pour se battre contre le chef de l'État et ceux qui le soutenaient au moment de ces élections, et c'est l'armée française qui a capturé le président Gbagbo et qui l'a transporté directement à La Haye. Donc vous voyez que là, on est dans une situation invraisemblable. Il y a un mélange des genres qui est inacceptable. Alors il y a un mélange des genres, c'est ce que les anglo-saxons appellent le lawfare, c'est-à-dire utiliser la loi pour faire la guerre, c'est-à-dire détourner finalement la loi dans un but qui est un but tout à fait agressif, quasiment faire la guerre. Et en ce qui concerne Gbagbo, eh bien, après des années passées en prison, son jugement va se faire au cours de cet été, et beaucoup des pronostiqueurs, eh bien, envisagent qu'il soit simplement relaxé à cette issue. Donc, on voit que finalement, les échecs de la Cour pénale, eh bien, finalement, peuvent servir pour l'avenir. Vous pensez sincèrement qu'il pourrait être relaxé, parce que ce serait un coup de tonnerre, pour le coup? Il y en a eu d'autres avec le président du Kenya et le président soudanais. D'accord. Alors je reprécise pour les internautes que même Sarkozy lui-même a précisé récemment qu'il avait chassé Gbagbo pour mettre Ouattara à sa place. D'ailleurs, pour préciser toujours par rapport à cette crise ivoirienne, d'après la constitution ivoirienne, puisqu'il y avait un litige sur le gagnant des élections entre Ouattara et Gbagbo, ce que prévoyait la constitution ivoirienne, c'était qu'il devait y avoir un recomptage des voix par le Conseil constitutionnel ivoirien. Comment dire, ce comptage n'a jamais eu lieu, tout simplement parce que la France s'en est mêlée, parce que même le FMI, je crois que le FMI, ça a été la première instance internationale à déclarer Ouattara vainqueur. Le FMI, qui est le Fonds monétaire international, qui logiquement ne devrait pas trop s'occuper d'élections. Donc voilà, je reprécisais juste ces petits éléments. Donc alors, ce que ça m'inspire, ce que vous venez de dire, qu'il faut quand même garder un certain espoir en la CPI, c'est que peut-être, pour résumer ce que vous dites, et si j'ai bien compris, autant l'ONU, dans ses règles, dans son ADN, il faudrait la réformer parce qu'elle a des règles de fonctionnement antidémocratique, puisque toutes les nations ne se valent pas auprès de l'ONU. Il y a celles qui ont le droit de veto et c'est les nations qui ne l'ont pas. Autant la CPI, d'après ce que vous dites, a une ADN, des règles de fonctionnement, des statuts qui sont plutôt positifs, démocratiques et vertueux. Oui, elle représente les États un peu comme l'Assemblée générale des Nations unies, mais l'Assemblée générale des Nations unies, on le sait, est complètement bridée, n'a aucun pouvoir décisionnaire, tandis qu'au niveau de la CPI, il n'y a pas l'équivalent. Et la CPI, elle représente 120 pays. L'ONU a été créée alors que les 3/4 de l'humanité étaient encore sous le joug du colonialisme. Maintenant, le colonialisme a quasiment disparu. Donc, ces pays sont au niveau des États et ces États ont adhéré à la CPI. Donc, on voit un mouvement démocratique qui se crée, un contre-pouvoir. Et de toute façon, je dirais même qu'on n'a pas le choix. C'est la barbarie, la violence ou la CPI. Soit on entre dans l'ère du droit et on commence à régler les problèmes de manière non violente par le droit, soit ça sera l'anarchie. Il n'est pas besoin de chercher plus loin la cause de tous les événements qui remplissent jusque dans nos rues aujourd'hui. Soit le droit fonctionne, soit c'est l'anarchie. Très bien. Eh bien, Christophe Oberlin, merci beaucoup pour cet entretien. Merci Raphaël. Et à bientôt. À bientôt.